mec gagne bien sa vie et c'est en fait c'était pas vraiment un sujet quoi. Si j'avais un salaire, c'était un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Okay. En gros. J'avais vraiment des fois a posteriori, je me dis ça devait dire un truc quand même, mais je disais quand même de temps en temps, je suis dans les couples de petits bourgeois ou les préjugés qu'on peut avoir sur les petits bourgeois, je suis vraiment la femme qui fait une activité pour le fun. Pour le fun, quoi. Pour s'occuper. Pour s'occuper, c'est ça. Donc, ah ouais, dans ta tête, dans c'était ça. Dans ma tête, c'était un peu ça, quoi. Alors que c'est un boulot passion. Ah oui. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Clélia donc. Bonjour. Bonjour. Clélia, tu m'as envoyé un message il y a quelques mois pour venir me proposer de parler de ton rapport à l'argent et notamment de ton rapport à l'argent parce que tu viens de te lancer en tant que psy. C'est ça. Dans une activité de care, de soins vis-à-vis de l'autre. Effectivement. Et j'ai déjà reçu, je crois, quelques invités et on a bien conscience qu'il y a un truc qui joue dans le rapport à plein de gens qui sont justement dans le soin à l'autre et dans le fait de prendre soin, qui ont du mal à se dire qu'en fait ils peuvent être rémunérés en échange de ça, en tout cas rémunérés correctement et voire être bien rémunérés parce que c'est compliqué de gagner de l'argent qui peut peut-être être sale. Je sais pas comment tu le perçois, on va en parler. Ouais. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est ça ? C'est ça. C'est surtout que c'était un gros changement pour moi parce que je suis passée de l'associatif au cabinet en libéral. C'est pas mon statut juridique, mais... Donc tu t'es lancée à ton compte ? C'est ça. Ok. Et donc forcément, dans toutes les institutions avec lesquelles j'ai pu travailler, comme c'est souvent le cas pour les psys, il n'y a pas d'échange d'argent à la fin du rendez-vous. Parce que en fait, c'est l'institution, c'est pris en charge en fait. T'es salarié en fait. Je suis salarié, donc du coup. Pas besoin de fixer tes prix. C'est ça. J'ai rien à faire. Moi, mon salaire, il tombe à la fin du mois. Ouais. Tu n'avais rien à faire. Je n'avais rien à faire. Quoi qu'il en soit, et voilà, j'allais dire que les gens viennent ou viennent pas, c'est pas un souci. Que, en fait, à la fin du rendez-vous, je dois pas demander des sous, quoi, en institution. Enfin, là où j'ai travaillé avant. En asso. En asso. T'étais dans quoi ? T'étais dans une asso ou alors dans une comment on appelle ça ? Un CMI, c'est ça ? Un CMP. Un CMP. J'ai fait plein de trucs. Ok. Mais j'ai travaillé principalement dans 2 associations et du coup, il y en a une qui était subventionnée. J'allais dire plutôt santé, donc ARS, etc. Et il y en a une qui était plus subventionnée par le ministère de la Justice, parce que c'était une asso d'aide aux victimes. Donc, ok. Voilà. Tu fais ce métier-là depuis longtemps ? Je suis diplômée. J'ai été diplômée en 2017 et j'ai enchaîné, en fait. Okay. Parce que du coup, mon premier poste, c'était sur mon lieu de stage, puisque ma tutrice de stage partait en congé maternité. Okay. Donc, j'ai
enchaîné. Donc, 6 ans? C'est ça. 5 ans, 6 ans, c'est ça? Mm. D'accord. Tu t'épanouis dans ce métier? Oui, beaucoup. Mais effectivement, les conditions de travail en associatif, et particulièrement dans la dernière asso dans laquelle j'ai travaillé, n'aident pas beaucoup à l'épanouissement. Tu veux dire, dans quel sens? Bah parce que dans l'asso où j'étais, donc la dernière, c'était l'asso d'aide aux victimes, il y a énormément de demandes, en fait. On est débordés. Et là, dans l'asso dans laquelle je travaillais, il n'y a pas de système de liste d'attente ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on prenait rendez-vous quoi qu'il en soit. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que c'est une asso d'aide aux victimes. Donc, possiblement, on reçoit des gens qui sont traumatisés pour plein de raisons différentes. Et sur la fin, je pouvais pas les recevoir. Enfin, en fait, quand j'avais des suivis, je fais des guillemets avec mes mains parce que... Ouais. Bon, quand j'avais des suivis, je voyais les gens une fois tous les mois et demi, 2 mois, quoi. Alors qu'ils auraient dû te voir ça plus aurait été régulièrement. bien qu'on se voit au moins tous les 15 jours, quoi. Pour pouvoir vraiment avancer. Déjà, 15 jours, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais. Au moins toutes les semaines. Ça aurait été bien toutes les semaines. Ça aurait été l'idéal, toutes les semaines, dans certains cas de figure. Pas pour tous, mais pour certains, ça aurait été bien. Et effectivement, minimum tous les 15 jours, parce que, en fait, quand on voit quelqu'un qui va vraiment pas bien, une fois tous les 2 mois, en fait, on travaille pas beaucoup, quoi. Donc, c'est plus du maintien, j'allais dire, que du soin. Ok. C'est un peu frustrant. Oui. En tant que psy. J'imagine. Du coup. Et pour les personnes pour tes patients aussi, alors? Ou alors ils se rendent pas vraiment compte de ce à côté. Enfin, c'est déjà bien pour eux quelque part d'avoir cette aide-là, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, sinon ils vont au CMP justement, par exemple. Mais au CMP souvent il y a des listes d'attente et le premier rendez-vous en CMP, ça peut être 6 mois ou 1 an après. Donc en fait, le fait de voir quelqu'un, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 mois, finalement c'est mieux que rien, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais l'avantage du CMP quand il y a des listes d'attente, c'est que eux, une fois qu'ils reçoivent la personne, après ils peuvent faire des suivis un peu plus adaptés. D'accord. Je trouve que c'est un avantage. Ok. Mais bon. Et ça t'a frustré, ça, quelque part, de te dire, ok, que t'étais en train de passer à côté des patients, finalement? Ça joue sur plein de choses. C'est hyper frustrant, j'allais dire, personnellement, parce que, du coup, on n'avance pas beaucoup, on voit pas les gens forcément aller vachement mieux, on a l'impression de servir à rien, pour le coup. C'est un peu, voilà. Et c'est aussi compliqué, je trouve, déontologiquement parlant, parce que, on limite la casse, quoi, mais c'est pas l'idéal, quoi. On est censé, en plus, dans notre code de déontologie, on est censé fixer un peu le cadre de notre travail, etc., ce que les structures permettent pas toujours, finalement, donc oui, entre la théorie et la pratique sur le terrain, c'est plus compliqué, quoi. C'est ça, c'est pas toujours idéal. Ok. Tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce qui t'a incité, et puis on va en parler après plus en détail, ce qui t'a incité à te lancer en libéral? Alors, il y a plein de choses. C'était un projet que j'avais, j'allais dire, dès le départ. Okay. Quand j'ai fait mes études, c'était un truc qui me branchait bien. D'être à ton compte. D'être à mon compte, parce que j'aime bien l'autonomie de manière générale, et faire les trucs que j'ai envie de faire quand j'ai envie de les faire. Donc, c'était un projet, quoi. Voilà. Un jour, j'aurai mon cabinet. Quand j'ai fait mes études, c'était un projet, mais je voulais justement bosser en institution pour quand même faire mes armes, en fait, parce que en cabinet, on est tout seul. Donc, c'est pas toujours simple quand on débute en tant que psychologue. Donc, j'avais vraiment cette envie de commencer d'abord en institution. Et puis, là, après, du coup, c'est quelques années d'exercice et le fait que, en plus, dans ce dernier poste, avec toutes les frustrations, etc., je pense que j'ai frôlé le burn-out. J'ai pas été loin de... Les cordonniers mal chaussés, parfois. Ouais. C'est compliqué parce que en fait, il y a toute cette frustration un peu organisationnelle, comme on vient de le dire, et puis c'est une asso d'aide aux victimes, donc on reçoit des histoires compliquées. C'est du lourd. Voilà, ouais. c'est ça. Ça peut être vraiment du lourd. C'est-à-dire que quand on dit que des fois la réalité dépasse la fiction, vraiment, j'avais des gens qui venaient me voir et je me disais, il peut y rien avoir de pire. Et puis en fait, il y avait une autre personne qui est arrivée, qui me racontait un autre truc, et je me suis dit, oui, donc c'est pas possible. Donc du coup, c'est plein de choses qui ont joué. Il y avait aussi une question de management qui était
pas ouf. Et donc du coup, voyant que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, que les propositions qu'on faisait pour améliorer quand même la prise en charge, etc., étaient pas trop pris en compte, et que je me sentais pas bien, du coup, j'ai décidé de partir c'était un peu d'une pierre deux coups, quoi. Donc quitte à partir, autant me lancer. Ok. On va reparler de tout ça. C'est le moment. On va reparler de tout ça et j'imagine, si tu viens me voir, c'est que ça a dû impacter d'une manière ou d'une autre ton rapport à l'argent. Parce qu'on n'a pas parlé jusque-là, mais... Oui, oui, parce qu'en fait, alors j'allais dire même pas tant dans le côté demander de l'argent aux gens, parce que en fait, j'ai grandi beaucoup avec l'idée que tout travail mérite salaire et que du coup, je travaille, donc j'ai un salaire. J'allais dire, entre guillemets, peu importe d'où vient. Quand j'étais en structure, il venait de mon employeur. Je suis en cabinet, du coup, il doit venir des gens. En fait, voilà. Donc, ce côté-là, ça allait. C'était plutôt le côté, là, pour l'instant, en fait, dans les faits, j'ai pas de salaire pour l'instant. Et donc, du coup, je dépends entièrement de mon conjoint. Et... Intéressant. Et ça, pour le coup, c'était un peu plus difficile à accepter. Mais voilà. Vous êtes en couple depuis longtemps ? Depuis le lycée. Donc, ah oui. Ok. Voilà, ça fait 16 ans, la moitié de notre vie. J'ai connu ça, tu sais. Voilà. Je comprends. C'est quand même un délire, hein, parce que quand je me suis rendu compte, parce que forcément j'ai 32 ans là, et quand je me suis rendu compte que littéralement ça faisait la moitié de notre vie qu'on était ensemble, je me suis dit, waouh, il y a quand même un... Oui. Et attends 2 ans, tu vas voir, ça fera plus. Ouais. Et vraiment, ça fait bizarre quand même de se dire ça. Ok. Voilà un petit peu pour ce dont on va parler. Merci beaucoup. J'ai 2 premières questions à te poser. Déjà, pour commencer, c'est en fait, si je te dis argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors aujourd'hui, j'allais dire que ça m'évoque, j'allais dire plus la liberté en termes de temps. Mais c'est aussi parce que l'objectif en me lançant en libéral, c'était à terme, une fois que ça roule bien et tout, que j'ai un salaire un peu plus important que ce que je gagnais jusqu'ici, et que du coup ça permette à mon conjoint justement de passer au 4/5e. Ok. Comme ça on serait tous les deux 4/5e, puisque je ne travaille que 4 jours par semaine. Donc du coup, finalement que ce que je gagnerais en plus, c'est ce qu'il perd s'il passe au 4/5e, et que finalement du coup ça ne change rien à notre niveau de vie. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'objectif. C'est le projet. C'est le projet. Et donc du coup... Tu t'es fixé une deadline ou tu vois un truc te dire ok, j'en ai pour X années avant d'en arriver là. Vous en avez parlé ensemble ? On en a parlé. Bon, le but c'est que le plus vite le mieux, hein, dans l'absolu. mais je sais pas, on verra. Là, fin septembre, ça fera 1 an. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de salaire. Donc ça va être long à mon avis. Okay. un petit tu gagnais combien par exemple dans ton dernier job ? Le dernier job, donc j'étais aussi au 4/5e, je travaillais aussi 4 jours par semaine, et j'étais net dans ma poche 1 100 € à peu près. Ok. Donc moins que le SMIC. Oui. Ok. Enfin, ceci dit, ça doit être un SMIC à 4/5e, c'est ça ? C'est ça. C'est que c'est un peu, en vrai, c'était, je pense, un peu plus que le SMIC, mais vu que c'était que 4 jours par semaine, c'est pas le salaire complet. Mais ça reste quand même vraiment pas beaucoup. Et t'as toujours été à ce niveau-là dans tes différentes assos, ou là t'as vraiment... C'était bas. Non, dans la première asso, alors ce qui est compliqué aussi, alors c'est pas forcément le cas de tous les psys, mais quand même de beaucoup, c'est que quand on commence, on cumule des jobs, parce que c'est souvent des temps partiels, et enfin voilà. Donc, mais je pense que quand j'ai commencé, entre mon mi-temps à l'asso, et j'ai bossé aussi en CMP, enfin bref, je devais être autour de 1600 ou 1700. J'étais contente. Ok. Mais après, ouais, j'ai perdu. Qu'est-ce qui fait que t'as accepté parce que là, c'est une grosse... Ouais. C'est une grosse diminution, là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, c'est cool. Ce que j'ai pas dit, c'est que mon premier poste, il était à Dunkerque, et que moi, j'habite au sud de Douai. Oui. Et du coup, ça fait à peu près 1h30 de trajet, matin et soir. Ok. Donc, quand j'ai commencé, comme ma mère habite Armentières, vous allez connaître toute la géographie du Nord. Oui. Formidable. Et que c'est un peu entre les deux, du coup, je dormais chez elle la semaine et je faisais des allers-retours. Ah ouais. Et je rentrais le week-end. Et puis, à un moment donné, ça m'a un peu gavé. Donc, je faisais vraiment les allers-retours, donc 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et c'est un peu fatigant. Bah ouais. Et donc, du coup, quand j'ai changé, que je suis passée... En voiture, en plus. Oui, en voiture. Donc ouais, parce qu'en plus, j'avais regardé quand même pour les trains et tout. Mais en fait, j'avais des horaires... ça n'allait pas avec les trains.
donc en voiture. J'ai fait du Blablacar. Ok. C'était au moins l'avantage. Mais du coup, ouais, c'était loin. C'était vraiment le seul inconvénient de ce poste parce que vraiment, je kiffais tout. Mais c'était loin. Et donc, du coup, quand j'ai trouvé ce poste, notamment à l'assaut d'aide aux victimes, j'ai fait un temps les deux, en fait. Ça se complétait bien. Et à un moment, à l'assaut d'aide aux victimes, ils m'ont proposé un temps plus long et donc j'ai quitté l'autre. Et voilà, ça me rapprochait un peu. Je faisais quand même beaucoup de routes parce qu'on était sur plusieurs villes. Et donc, en fait, il y a quand même des moments où j'allais jusque Saint-Omer. Donc, voilà. Oui, donc pour les gens qui connaissent pas, il y a quoi, 3/4 d'heure de route, c'est ça, entre Doue et Saint-Omer, quoi. Ouais. Mais en fait, ouais. J'avais un véhicule de service. Ok. Donc c'était avec ma voiture. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, pour toi, c'était ok d'accepter cette baisse de salaire significative parce que tu te rapprochais, c'est ça? Alors, je me rapprochais. Du coup, c'était un peu plus confortable. Juste pour les trajets, quoi. Et puis, en fait, j'étais aussi à un stade où... j'avais pas... Parce que j'ai écouté les épisodes d'Histoire d'argent, je travaille un peu mon rapport à l'argent, n'est-ce pas? Et j'étais pas au même stade qu'aujourd'hui, et du coup, mon mec gagne bien sa vie, et c'est en fait... c'était pas vraiment un sujet, quoi. Si j'avais un salaire, c'était un peu pour mettre du beurre dans les épinards, Okay. en gros. J'avais vraiment... Des fois, a posteriori, je me dis, bon, ça devait dire un truc quand même, mais je disais quand même de temps en temps, je suis dans les couples de petits bourgeois ou les préjugés qu'on peut avoir sur les petits bourgeois, je suis vraiment la femme qui fait une activité... pour le fun. Pour le fun, quoi. Pour s'occuper. Pour s'occuper, c'est ça. Donc, ah ouais, dans ta tête, dans c'était ça? ma tête, c'était un peu ça, quoi. Alors que c'est un boulot passion. Ah oui. Oui. Mais c'était vraiment en mode... tant pis. Après, il faut dire aussi que dans les études de psy, on nous serine tellement à longueur de temps qu'on fait pas ce métier pour l'argent, etc., qu'on est un petit peu matrixé aussi par rapport à l'argent, quoi. Donc, on peut en parler. Donc voilà. C'est vrai? En fait, déjà, avant de commencer les études de psycho, on nous dit, il faut pas faire psycho parce qu'il y a pas de boulot. Alors que c'est débile parce que vraiment là, moi, tous les psys que je connais, ils disent, nous, on est ultra débordés. En fait, déjà, moi, ce que j'avais tendance à répondre, c'est pas qu'il y a pas de boulot, c'est qu'il y a pas de poste. Ce qui était vrai, un peu plus vrai à l'époque et un peu moins maintenant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc, du coup, on avait tendance, et je pense que c'est l'expérience de la plupart des étudiants en psycho, à dire, oh, t'es sûr, psycho? Bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, du coup. C'est un des avantages de la pandémie. On a parlé un peu plus des psys. Oui. Mais avant ça, en tout cas, c'était déjà pas la filière ouf. Et effectivement, après, quand on part dans le soin, mais on en revient un peu à ce qu'on disait au départ, c'est que voilà, on fait ça par bonté d'âme, quoi. Et il faut pas s'attendre à gagner de l'argent, en tout cas. En fait, on nous dit, on est mal payé. Quand on fait nos stages, on nous dit, vous allez être mal payé. Et en fait, ça devient presque un fait, quoi. Ok. Donc on arrive sur le marché du boulot, du travail, et on se dit, ouais, mon salaire est pas ouf, mais bon... c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est normal, hein. Une fois que tout le monde t'a dit toute ta vie que t'allais pas bien gagner c'est ça. Ta vie. J'entendais d'ailleurs, j'en profite parce que ça m'a fait sourire. Si vous écoutez Histoire de Daron, qui est mon autre podcast, j'ai eu une discussion avec ma fille aînée où on parle du métier d'artiste, et en fait elle me dit, j'ai un copain, lui il veut travailler dans le théâtre et forcément il va pas gagner d'argent. Et je lui ai dit un truc du genre, en fait non, tu peux pas dire ça en fait, parce que ça fait vraiment partie pour moi des clichés. Et moi, je connais plein d'artistes qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Et j'ai vu que ça avait fait réagir dans le Discord. N'hésitez pas à venir discuter dans le Discord, c'est super. Les gens sont vraiment sympas. Les gens venez commenter les podcasts et tout, c'est vraiment intéressant. Et j'ai vu que ça avait fait réagir dans le Discord. Mais pour moi, il y a aussi un truc ça fait partie des trucs dont il faut se débarrasser. Effectivement, en fait, ça va peut-être être ta réalité. Mais en fait, je trouve ça complètement idiot de venir te formater le cerveau, comme tu dis, matrixé, d'entrée, pour te dire, en fait, autant, tu vois, t'es pas obligé de venir dire, non, mais en fait, vous allez gagner une fortune incroyable, etc. Je trouve ça complètement dingue de venir dire, non, mais en fait, vous allez pas gagner d'argent. Même si c'est potentiellement la réalité de ton travail, en attendant, peut-être aussi qu'on peut laisser les gens libres de vouloir décider de ce qu'ils veulent gagner, de comment ils vont faire, etc., quoi. C'est ça. Mais ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que dans l'esprit des gens,
alors encore une fois, peut-être un peu moins maintenant, mais quand je faisais mes études, il y a vraiment ce truc plus du psychanalyste là dans son cabinet avec les gens qui vont sur le divan et du coup qui est riche parce qu'il y a quand même ce truc dans l'imaginaire collectif. Et en même temps, ouais, ce truc de en fait non, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Mais lié aux soins, là, je pense. La petite théorie, c'est que, comme dans l'histoire, et il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'humanité, c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient de ce genre de choses. Bah, du coup, c'est toujours à votre bon cœur, quoi. Bénévole. Voilà, c'est ça. Avec passion, mais oui. pour le fun, quoi. Bah oui, on vous rémunère en bonté. C'est ça. Et en merci. Et en plus... on est content parce que nous-mêmes, on a fait une bonne action et quand même, c'est satisfaisant. Mais tu l'as ça aussi en toi, tu le sens ? Bah en fait, quand même, en vrai, le truc de... Enfin, c'est quand même très satisfaisant comme métier, quand les gens vont mieux. Il y a quand même un truc d'ego, même si on sait que, en vrai, et ça, je suis consciente que, certes, on accompagne, mais en vrai, c'est la personne qui bosse. Hein. Oui. Moi, c'est bien en tant que psy. C'est ça, non mais moi je sauve personne, des fois je l'ai dit même en début de rendez-vous, vraiment, je ne sais pas, c'est vous qui avez la solution. Je vous accompagne, j'ai des outils pour vous accompagner, mais... T'ouvres des portes et puis après les gens ils vont pas. C'est ça, voilà. Donc, vraiment je ne travaille pas, il y a quand même un petit boost d'ego à la fin quand les gens ils disent « Ah c'est cool, merci, grâce à vous je me sens mieux et tout ». Ouais, j'ai un peu participé. Donc ça fait plaisir. Mais pour le coup, non, c'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment grandi avec chaque travail mérite salaire. Donc, pour le coup, moi, ça ne me dérange pas de recevoir de l'argent pour faire ce que je fais, quoi. T'as fait plein d'années d'études. 5 ans. T'as fait 5 ans d'études et en fait, l'idée d'être payé au 4/5e du SMIC, ça t'allait ? Oh non, enfin, ça m'allait. Je faisais avec. Ok. J'étais quand même frustrée. D'autant plus que si je compare avec mon compagnon qui, du coup, poste dans l'informatique, il a fait un DUT. Ah. Donc, lui, ça fait 2 ans. 2 ans. Il a commencé à bosser il y a 10 ans, hein, du coup. Enfin, il a commencé plus vite que moi, de ce fait, mais voilà. Donc là, il a en plus maintenant de l'expérience, etc. Mais il a commencé, après 2 ans, à un salaire qui était plus élevé que le mien. Au bout de 5 ans, et il est augmenté tous les ans. Donc, voilà. Ça reste une frustration, hein. Parce que je savais qu'en restant en structure, quelle qu'elle soit, et d'autant plus en associatif, j'atteindrai jamais son salaire, quoi. Mais de là à toi-même te dire et à te raconter l'histoire de, en fait, je fais ça pour m'occuper, machin, comme... les petites bourgeoises. Comme les petites bourgeoises, comme tu dis. Désolée pour les petites bourgeoises. Non, mais en plus... J'ai dit, hein, c'est mon préjugé de... C'est ton préjugé de... voilà. Même les psys sont pas exempts. Ah ouais, non. Préjugés. C'est ça. Il y a quand même un gap. T'as réussi à rentrer dans ce système-là, quoi. Avec le temps. Ouais. Parce que ton mec, en gros... fournissait la majorité de votre salaire. Tu sais que les couples, c'est un sujet qui me passionne. Hein, mais... Oui. Bah en fait, mais je pense que ça joue beaucoup du fait qu'on a été ensemble dès le lycée, en fait. Parce que, alors on parle d'argent, hein, mais le truc de... Enfin, j'écoute, puis dans les podcasts, t'en as qui parlent aussi, un peu le côté on répartit, alors je reprorata du salaire, les charges et les machins, enfin... C'était pas un sujet pour nous, en fait. C'était pot commun et puis c'est tout. Et comme on s'est installés ensemble pendant les études et que je bossais, etc. À ce moment-là, alors c'était pas des gros salaires, mais c'était des jobs étudiants, etc. Mais du coup, à ce moment-là, c'est moi qui payais un peu plus. Et puis après, on s'est mis à travailler, il gagnait plus. Et en fait, un pot commun, quoi. On a fait, cela dit, ce que je lui ai redemandé, parce que ça, je ne me rappelais plus. On a fait le compte commun... qu'au moment où on a acheté la maison, parce que du coup c'était plus pratique pour les démarches administratives. Avant ça, vous aviez pas? Non, mais on comptait pas. Enfin, c'est-à-dire que oui. Un coup tu payes, un coup je paye, voilà quoi. Je vous invite à aller écouter un épisode qui n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre, donc tu le sais pas, mais avec Laurane et Florian, où c'est pareil, ils ont un salaire assez équivalent tous les deux, mais ils ont trouvé un système que je trouve assez génial. Je vous spoil pas, je vous mettrai le lien dans les notes. Normalement, il est sorti il y a pas très longtemps. Si vous êtes un couple et que vous avez envie de venir passer à mon micro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur argent@fabflorent.com. Je suis preneur.
J'en profite pour faire un peu d'autopromo. La deuxième question que je voulais te poser, c'est en fait ton premier souvenir lié à l'argent, souvenir d'enfance. Alors j'y réfléchis parce que j'écoute les podcasts, donc j'ai essayé de me préparer un petit peu. Mais en fait, j'en ai 2 qui sont venus et j'étais à peu près sur la même période. Il y en a un où ça m'angoisse parce qu'en fait, j'ai genre 6 ou 7 ans et ma mère me demande d'acheter du pain et elle me donne plus. Et du coup, il faut que je compte la monnaie. Et il faut savoir que moi et le calcul mental, ça fait environ 10 millions. Donc c'est du stress en fait. Donc ça, c'est un des souvenirs. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus cool, c'est que... Alors comment ça? Il faut que tu lui rendes la monnaie, c'est-à-dire... Bah en fait, il fallait que je compte. C'est-à-dire qu'elle m'a... Je sais plus... C'était en francs encore à l'époque. Je sais plus, genre elle me donne 10 francs et il fallait juste prendre une baguette. Donc il y avait forcément un reste. Mais du coup, il fallait que je vérifie que la dame, elle me rende le bon compte. Ok. Fallait que tu vérifies que la dame, elle rende. Ouais. Elle t'avait demandé spécifiquement? Non, mais... Enfin, c'est sous-entendu. Bah non, pas Moi, du tout. dans ma tête, à ce moment-là, c'était... elle me fait confiance avec l'argent. Et du coup, c'est important. C'est important l'argent? C'est important. Dans ton éducation? Ma mère elle m'a eu très jeune. Elle a été seule pendant longtemps avec moi, donc mère célibataire. Et du coup, il y a eu des moments où c'était serré, quoi. Donc je sentais bien que quand même, il fallait faire attention. Elle te l'avait pas spécifiquement dit? Je crois pas qu'elle m'avait spécifiquement demandé. C'est plutôt un... Je pense que c'est ma perception qui vient de toi. Ouais, je pense. Non, mais parce qu'elle aurait aussi pu le verbaliser. Non, je crois pas. Okay, elle m'a dit... elle a dû dire un truc du genre, je me rappelle pas exactement, mais elle a dû dire un truc du genre je t'attends à l'extérieur, va chercher le pain, je te fais confiance, un truc comme ça. Dans le je te fais confiance, moi j'ai compris... ramène bien c'est pas je te fais confiance pour me ramener une baguette bien cuite. C'est ça, voilà. Okay. Genre. Donc ça, c'est un premier souvenir. Et ce qui m'est venu en même temps, qui n'a rien à voir là du coup, c'était que j'étais en vacances chez ma grand-mère paternelle, et puis on allait de temps en temps au bar tabac, parce qu'ils voyaient leurs copains et tout. Enfin, c'était assez fun à ce moment-là, parce que du coup, comme j'étais la seule gamine, tout le monde s'occupait de moi, donc c'était trop bien. Et il y a eu un moment où elle m'a acheté genre un morpion, un truc comme ça. Et un truc à gratter, quoi. Un truc à gratter. Enfin, elle s'est acheté ça, et elle m'a demandé de gratter, parce que c'est quand même très rigolo à 5-6 ans de gratter le truc avec la pièce. On a gagné, enfin, du coup, elle a gagné 50 francs, et elle me les a donnés. Donc j'avais 5 pièces de 10 francs, et j'étais trop contente d'avoir mes 5 pièces de 10 francs. Et t'en as fait quoi? J'ai dû les mettre dans la tirelire. Parce que je suis un petit écureuil. T'es un écureuil? Oui, plutôt. Donc, je les ai admirés longuement, mes 5 pièces de 10 francs, là, dans ma main. Et puis après, j'ai dû les mettre dans une tirelire. Ok. Voilà. Donc, t'as grandi dans une famille avec une maman seule? Célibataire? Pas tout à fait. En fait, donc, elle m'a eu jeune, elle n'avait pas fini ses études. Je n'étais pas vraiment prévue dans l'équation. Mais bon, je suis arrivée, elle m'a gardée. Et du coup, elle a été aidée un peu par mes grands-parents, et après elle a déménagé. Mes grands-parents sont sur Reims, et elle a déménagé dans le Nord quand j'avais 3 ans, pour le boulot justement. Elle a fini ses études, et son premier boulot, c'était dans le Nord. Donc voilà. Donc pendant un temps, elle a été toute seule, et après elle s'est mise en couple. Et voilà. Et ton père était pas dans le... Alors mon père, tout va bien avec mon père, mais... Mais à l'époque en tout cas... Mais en fait, ils se sont vite séparés, et puis... En fait, mon père a une maladie mentale, et très vite, il a pas pu trop travailler, etc. Et donc, financièrement en tout cas, il pouvait pas participer. Ce que je pense ma grand-mère a compensé en m'offrant plein de trucs dès que je venais la voir en vacances. Ta grand-mère paternelle du coup. Okay. J'étais dans l'ensemble très très gâtée par mes grands-parents de manière générale. J'étais du coup la première petite fille puisque ma mère est l'aînée, et je suis arrivée quand elle avait 20 ans. Donc du coup, j'ai pu profiter pleinement de mes grands-parents et d'être pourri gâtée par eux. Ok.
D'accord. plein de manières différentes. Donc voilà. Mais oui, parce que à chaque fois que j'allais chez cette grand-mère, du coup, elle m'achetait des fringues, des chaussures, enfin des trucs quoi, Ok. que j'avais pas forcément besoin. Mais je pense qu'elle voulait compenser. On a discuté un peu avec ma mère et ma mère pense que elle voulait un peu compenser le fait que mon père participe pas vraiment financièrement, alors que ma mère n'avait rien demandé de particulier. Ok. Mais, voilà. T'en as reparlé avec tes grands-parents ou pas? Non, pas vraiment. Je pourrais. Je trouve ça cool, tu sais, quand tu commences à réfléchir un peu dans ton rapport à l'argent, etc., à voir un petit peu comment les gens, eux, de leur côté, en tout cas dans tes souvenirs, tu vois, si ça matche bien, si c'était une vraie volonté de leur part, comment ils vivaient ce truc-là aussi, tu vois, le fait que, effectivement, leur fils participe pas financièrement à l'éducation de leur fille, etc., enfin de sa fille. Bon, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que je faisais un peu le grand écart parce que, pour le coup, du côté, on va dire, paternel, il y avait pas beaucoup de sous non plus, et je pense que ma mère, ça l'a gêné aussi que ma grand-mère m'offre tant de trucs parce que elle était vendeuse, donc bon, elle avait pas non plus des salaires extraordinaires, quoi. Donc je pense que voilà. Et puis du côté de ma mère, mon grand-père a créé son entreprise de formation, etc. Enfin, ça allait. Moi, dans mes souvenirs, alors pour le coup, par contre, je ne sais pas combien il gagnait, etc. On sait jamais. On sait jamais. Mais bon. Mais tu peux demander. Je peux demander. Mais du coup, beaucoup plus aisé, en fait. Vraiment, en termes de milieu social, c'est pas du tout la même chose. Moi, je le percevais dans le sens où, chez ma grand-mère personnelle, on était dans une barre d'immeubles à Reims, très sympa et tout par ailleurs, mais enfin voilà, dans un appartement, etc. Et que de l'autre côté, on était dans une maison, quartier résidentiel, avec un jardin, enfin voilà. Donc c'était pas le même délire, quoi. Après, moi, ça me perturbait pas dans le sens où avec ma maman, j'étais aussi dans une barre d'immeuble. Ok. Donc bon, c'était... Voilà. D'accord. Parlons de ce grand saut dans le vide vers l'inconnu. C'est ça. Donc t'as décidé de quitter ce job et de te dire ok, je me lance en libéral, ou c'est ça, t'as créé une micro-entreprise, c'est ça que tu disais? Ouais. En fait, alors je me suis pas lancée tout de suite parce que j'ai profité de l'été. En fait, j'ai démissionné déjà. Il y avait un préavis, donc j'ai démissionné. J'ai vraiment fini en juin et je me suis laissée juillet-août pour me reposer. J'en avais besoin. Oui. Tu disais t'étais limite burn-out. Ouais. Donc voilà, et puis ça me laissait le temps de pouvoir me renseigner sur les démarches, etc. Ce que j'avais... En fait, au départ, le projet, vu que je travaillais que 4 jours par semaine, dans l'idéal, ça aurait été de commencer le cabinet le vendredi, genre un jour par semaine. Je faisais 4 jours à l'assaut et un jour au cabinet. Sauf que j'arrivais pas à gérer les deux. J'arrivais pas à me renseigner sur les démarches, à sauter le pas, à chercher un cabinet. Enfin, j'avais pas d'énergie, en fait. Quand je rentrais du boulot, je n'avais plus d'énergie. Donc, j'ai pas réussi à faire les deux en même temps. Et même le jour off, c'était compliqué? Ouais. Ok. Ouais, à la fin, c'était... Oui, si t'étais... À la fin, tout était compliqué. Si t'étais limite burn-out, je peux comprendre que t'avais pas l'énergie pour lancer un nouveau truc, quoi. C'est ça. C'était vraiment compliqué. Donc, du coup, j'ai démissionné. J'ai même pas tenté la rupture conventionnelle, ce que j'aurais pu. Enfin, j'aurais pu demander. Je suis persuadée que j'aurais pas eu. Mais en tout cas, je l'ai pas demandé. Donc, le fait est que je sais pas si ça se trouve sur un malentendu, ça serait passé. Donc, t'es parti en mode YOLO. Salut. Ouais. Donc, pas de chômage. Pas de chômage. Et ça, t'étais à l'aise avec ça? Bah non, mais mon mec a dit en fait tu vas pas bien, il faut que t'arrêtes maintenant, donc tant pis. Ok. Casse-toi, ça va pas nous manquer, on va pas manquer d'argent, on a un peu d'économie, t'auras ton... Sur le coup, en fait, moi j'ai rationalisé en me disant, en partant, j'ai mon dernier salaire, et en fait avec du coup les congés, les machins et tout ça, ça me faisait pratiquement 2 mois, comme si j'avais 2 mois. Okay. Donc du coup, voilà, ça faisait au moins comme si j'avais un salaire en juillet sans travailler, et après il restait août. Et j'étais censée commencer début septembre, donc je me disais, bon voilà, même si ça démarre pas sur les chapeaux de roue, voilà, ça va aller. Ok, non mais je comprends que t'aies préféré, privilégier ta santé mentale, plutôt que d'aller négocier une rupture conventionnelle, quoi. Ouais, c'était...
j'avais pas la force à ce moment-là. Ok. Je m'étais dit. Tu regrettes avec le recul ou? Bah, juste par acquis de conscience, je me dis, ça aurait été bien de demander. Parce qu'en fait, soit elle aurait refusé et j'aurais démissionné, donc dans l'absolu, ça n'aurait rien changé. Ouais. Soit elle aurait accepté, et puis bah du coup, j'aurais pu profiter du chômage. Ce qui aurait pu changer aussi l'installation, de fait. Oui. T'avais envie de rien leur devoir? Non. Non, c'était pas... Ok. Non. C'était juste, je voulais que ce soit simple et relativement rapide. Ok. Donc voilà. Ça peut être rapide hein, après la signature d'une rupture Oui, conventionnelle. oui. Non, mais voilà, je voulais pas passer par une phase de on négocie un truc peut-être où il faut demander, mais du coup, Ouais, je comprends. faut un entretien avec la directrice. J'avais pas envie. Ok. Donc tu te lances en septembre? Ouais. Alors c'est simple en vrai de lancer, d'être en auto-entrepreneur. Il y a 2-3 boutons à cliquer. Administrativement, c'est fastoche. C'est relativement simple et en même temps. Alors, on doit créer un compte. Enfin, c'est pas obligé, mais moi, je préférais créer un compte séparé pour l'entreprise. Et donc, il faut avoir une adresse professionnelle pour rattacher les choses. Et donc, du coup, il faut trouver un cabinet. Mais pour trouver le cabinet, il faut pouvoir payer des frais de quand on arrive. Et du coup, il faut un compte et des sous. Et tu aurais pu mettre ton adresse perso. Ouais, mais j'ai voulu mettre... Mais du coup, ça a fait que ça a été... Le schmilblick, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On commence par créer, on va à la banque, on veut du coup... J'ai fait un prêt pour me lancer, pour avoir un peu de trésorerie et puis juste pour le matos en fait. Le bureau, l'ordi, bibliothèque, enfin voilà. De quoi garnir le bureau et que ce soit un endroit sympa et accueillant. Et donc, il fallait un peu de tout pour ça. T'as demandé combien? J'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt de 8 000 €. Ok. Mais du coup, pour savoir la somme dont j'avais besoin, il fallait déjà que je trouve un cabinet, que je sache le loyer du cabinet. Pour savoir, parce que je crois que du coup, c'est l'équivalent de 6 mois d'avance de loyer. Pour me dire si, du coup, surtout au départ, si je reçois pas de gens et que j'ai pas de sous, je peux quand même payer le loyer du cabinet. Donc, ça servait à ça. Mais du coup, il fallait que je trouve le cabinet. Et si je voulais signer le cabinet, il fallait que je dépense des sous. Je comprends. Enfin, voilà, bref, ça a été un truc où... en fait, c'est pas très compliqué, et voilà, mais c'est quand même des trucs où on se dit... bon, faut que je donne une somme à la banque et puis il faut que je fasse quand même un peu un prévisionnel, etc., etc. Ça a été ça pour toi? Là où toi, on vient d'une formation, on te dit t'inquiète, l'argent, de toute façon, t'en auras jamais? Oui. Non, ça a été? Oui. Ok. Oui, mais oui. Ça, c'est t'as grâce pas de à problème ma mère, je pense. Ah. Ouais, en termes d'orgueil et de... Le budget et tout? Ouais. C'est ta mère qui t'a appris ça? Ouais. En fait, très vite, elle m'a, alors j'allais dire, fait faire des tâches administratives progressivement. Mais genre les trucs tout cons où à l'école, on doit remplir nom, prénom, profession des parents, machin et tout. À partir du moment où j'ai su écrire, elle dit tu remplis et je signe. En fait, dès qu'il y avait des papiers à l'école, il fallait que je remplisse les trous et puis elle signait du coup à la fin. Elle m'a très vite fait prendre des rendez-vous toute seule chez le médecin, genre je sais pas quoi. Et en fait, pour t'autonomiser, pour m'autonomiser, ou pas pour n'en avoir rien à foutre. Non, pour tu seras capable de te débrouiller. Entraînement à la vie d'adulte, quoi. C'est ça. Trop cool. J'allais au centre aéré pour l'été ou les vacances scolaires. Donc, aller à la mairie, demander les papiers d'inscription. Bref, c'est ce genre de truc. Et donc, du coup, il y a ça. Et concernant l'argent, je la voyais faire ses comptes, en fait. Régulièrement. Il y avait un moment, le dimanche ou le samedi, où il fallait pas l'embêter. Et elle avait tous ses papiers autour d'elle, là. Et du coup, elle faisait ses comptes. Donc... Ouais, donc t'avais un truc en rapport avec l'argent matériel, quoi. Tu le voyais, quoi. Ok. Ouais. Elle m'a donné de l'argent de poche aussi. Alors, assez tard. Ça a coïncidé pratiquement avec, j'allais dire, mes 16 ans et le fait que j'ai eu un téléphone portable. À l'époque, c'était un truc. Bah oui. Parce que je rentrais au lycée et donc... J'avais le droit d'avoir un téléphone portable. Et donc, en fait, je me souviens que j'étais en même temps contente parce que du coup, l'argent de poche, ça a été un peu en même temps que le téléphone. Et en même temps, j'étais un peu frustrée parce qu'en fait,
sur mon argent de poche, je payais le forfait de téléphone. Ok. Et donc en fait, je vais dire des bêtises parce que je me rappelle plus, mais si le forfait était à 15 €, j'avais genre 20 €, donc en fait, j'avais 5 €. Donc voilà. Mais du coup, ça apprend. Et puis après, comme je disais, pendant mes études, j'ai eu vite un job étudiant. Oui, c'était mes sous, quoi. Oui. Donc après, c'était moi qui gérais mes sous. Pour le coup, ça, une fois que c'était mon argent, si je voulais le dépenser en bonbons, je le dépensais en bonbons, quoi. Enfin, il n'y avait pas de... Ok. Comment ça s'est passé pour fixer tes prix ? Pour fixer mes prix, j'ai regardé ce que proposaient mes collègues, déjà. Ok. Et du coup, je propose mes séances à 60 €. Ok. Ce qui est dans la moyenne. Enfin, surtout, je sais pas à Paris, mais en province, c'est un peu plus cher. C'est voilà. Ça dépend après, il y a des psys qui sont plus chers parce qu'ils ont des... Oui, en fonction de ce qu'ils proposent, voilà, en termes de thérapie, etc. Voilà, il y a des petites variations. Mais du coup, 60 €, ça me semblait bien. Ok. Donc là, ça fait 1 an maintenant ? Presque. Parce que j'ai vraiment commencé mon premier patient, je l'ai reçu, je crois, le 19 septembre. D'accord. Donc, il reste encore 3 mois avant que ça fasse 1 an, à peu près. Comment ça se passe ? Ça va. Je suis un peu... va. En fait, je pensais que... j'étais optimiste, en fait. Je pensais que ça se remplirait plus vite, mon agenda. Mais pas tant. Qu'est-ce qui fait que ça se remplit pas aussi vite que t'aurais aimé ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a le fait que je suis sur un secteur où il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, en fait, qui n'ont pas beaucoup de sous. Et donc là, t'es à Douai, c'est ça ? Je suis à Saint-Lenoble, exactement. Okay. Donc oui, juste à côté de Douai. Mais du coup, il y a une grosse population ouvrière, voilà, qui n'ont pas forcément 60 € à dépenser tous les 15 jours pour venir me voir. Ouais. Donc je pense que ça, c'est une partie. Après, je suis pas adhérente au dispositif Mon Psy, par exemple. C'est quoi ? Alors, dispositif Mon Psy, c'est un truc qui a été lancé par le gouvernement pour proposer des séances prises en charge. Mais c'est très peu d'argent, c'est ça ? C'est 30 € qui est remboursé. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis, au-delà du tarif... Alors, déjà, 30 €... effectivement, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Parce qu'une fois qu'on a enlevé le loyer, Doctolib, l'URSSAF, les charges, voilà, en fait, il reste rien. Donc, voilà, le bénévolat, j'ai donné. Donc, voilà. Et au-delà de ça, c'est un dispositif qui est, en fait, très contraignant, je trouve. Moi, j'aimerais bien, comme beaucoup de psys, que les gens puissent aller directement chez le psychologue et pas passer par le médecin traitant avant d'aller chez le psychologue. Et le dispositif veut que le médecin fasse une ordonnance. Ensuite, c'est 8 séances et ça peut être renouvelé, mais bon, c'est pas beaucoup. Sachant que c'est 30 €, donc ça veut dire que potentiellement, c'est 8 séances de pas 1 heure. Parce que, à un moment donné, il faut compenser, j'allais dire. Donc, c'est plutôt une demi-heure, sauf que, pour ceux qui sont déjà allés chez le psy, une demi-heure, c'est très court. Alors déjà, si t'as l'habitude d'y aller, tu peux si c'est un truc que t'as l'habitude de faire, en une demi-heure, tu peux sortir les doses et tout. Si c'est la première fois et tout, il faut... C'est ça. Ça se travaille au corps, quoi. C'est ça. J'ai des fois, moi, des premiers rendez-vous qui durent 1h30, hein, donc, Parce que les gens mettent du temps à cracher les trucs, oui, à sortir. parce que c'est pas facile. En vrai, parler à un inconnu de trucs qui nous font pas du bien, c'est pas très agréable, hein, donc je comprends. Mais du coup, donc voilà. T'as le fameux classique où les gens ils parlent de tout et de rien pendant 50 minutes et puis les 10 dernières minutes ça déballe. Oui. Mais ça, quel que soit le contexte, hein, j'avais déjà dans les autres assos dans lesquels j'ai travaillé, c'est vraiment le truc où on se dit, vraiment, vous vouliez attendre les 2 dernières minutes là pour me dire ça. Et vous pensez que je vais vous laisser partir maintenant, du coup. Non. C'est une bonne façon d'esquiver. Je pense qu'il y en a belle tentative. Je pense qu'il y en a qui tentent. Mais oui, donc effectivement, une demi-heure, c'est quand même très court, du coup. Et puis, en fait, il y a énormément de critères.
Parce que genre, il faut pas être dépressif. Il faut pas être déprimé, mais pas dépressif. Enfin, faut que ce soit des trucs pas trop graves. Mais du coup, c'est le médecin qui doit juger ce qui est pas trop grave. Enfin bref. En fait, du coup, il y a beaucoup de choses dans ce dispositif qui plaisent pas beaucoup aux psychologues, ce qui fait qu'il y a pas beaucoup de psychologues qui adhèrent au dispositif. Oui, donc c'est un peu mort dans l'œuf, quoi, le truc. C'est ça. Alors, ça discute, hein, ça va peut-être changer. Mais voilà. Et du coup, je pense que ça aide pas parce que comme ils ont quand même beaucoup communiqué dessus, il y a des gens qui viennent, puis leurs médecins, ils en parlent et donc ils viennent avec des ordonnances. Et ils trouvent pas de psy. C'est ça. En fait, il y en a quelques-uns. Il y a tout un site avec un annuaire et tout. Mais du coup, le peu qui y sont, c'est pareil. On en revient au délai d'attente, etc. Parce que forcément. Et je crois qu'il y en a pas beaucoup dans ma région. Je crois qu'il y en a deux ou trois psys qui. Ah oui. Et on a quand même un territoire assez étendu, donc tout le monde peut pas forcément y aller, quoi. Ok, donc ça, t'es pas dedans. Non, je suis pas dedans. Mais du coup, forcément, ça limite les choses en termes d'appel. Voilà. Après, heureusement qu'il y a Doctolib. C'est Doctolib qui m'amène la majorité de mes patients. En termes de vitrine, etc., c'est bien. Et Doctolib, tu le payes, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est assez cher, je trouve. Mais bon. En même temps, il m'amène la majorité de mes patients, donc je peux pas trop faire sans. Mais oui, c'est quand même assez cher. Alors, surtout, en fait, il y a deux choses avec Doctolib. C'est qu'il y a la partie agenda, donc prise de rendez-vous, et il y a la partie téléconsultation que je propose. Et donc, du coup, ça, c'est un service supplémentaire. Donc, c'est un tarif supplémentaire. Que tu payes en plus, c'est ça? C'est ça. Psy. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Après, il faut le temps de se faire connaître aussi. Enfin, voilà, hein, c'est ça. Et puis voilà, faut que j'aille toquer aux portes encore. En fait, je vais faire plusieurs choses. Parce qu'il y a là les entretiens individuels, classiques, entre guillemets, chez les psys. Je fais aussi un groupe de parole avec la Croix-Rouge, à l'accueil de jour, avec des personnes en très grande précarité. Donc ça, c'est une fois par mois. Et j'aimerais bien pouvoir proposer un peu plus de prévention, j'allais dire. Je me forme un peu pour peut-être intervenir dans les écoles ou les lycées et tout ça, pour tout ce qui est santé sexuelle et affective et tout ça. Donc ça serait une autre source de revenus. Ok. Mais du coup, ça s'est pas encore lancé. Donc pour l'instant, voilà. T'es optimiste ? Je pense qu'il y a un besoin. Là, la première étape, ça va être déjà de contacter les gens sur le territoire qui proposent déjà ce genre de choses, genre le planning familial. Je sais que voilà, il y a plusieurs choses qui existent dans le Douaisis où ils parlent de tout ça. Et donc du coup, je veux pas non plus arriver en plus, surtout que souvent ces structures-là, elles proposent des choses gratuites. Donc forcément, j'allais dire, si j'arrive pour faire la même chose et qu'en plus je demande de payer, forcément, ça va pas trop bien marcher. Donc voilà, faut que je vois comment ça va être financé. Ok. De ce fait. Donc là, ça va presque faire un an. Presque. Et tu disais dans ton mail que en tout cas au mois de novembre, quand tu m'as écrit, que t'étais contente parce que tu payais au moins tes charges. Ouais, c'est toujours le cas. Okay. C'est-à-dire que j'ai reçu, dès le départ, dès le premier mois, j'ai reçu suffisamment de gens pour payer mon loyer, Doctolib, le remboursement du prêt, les charges, tout ça. Et donc du coup, j'étais assez surprise, ce qui fait que du coup, ce qui est assez rassurant pour moi, c'est que la trésorerie que j'avais prévue au cas où j'ai zéro, elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc ça, c'est bien. Donc tu t'étais créé un petit matelas qui finalement... Pour l'instant, j'y touche pas trop. Ok. Alors j'avoue que j'ai un peu tiré dedans justement pour des petites formations et des choses comme ça. Mais du coup, j'ai pas trop besoin. Là, actuellement, je suis entre 30 et 40 rendez-vous par mois. Mon objectif, c'est d'en avoir en moyenne une centaine, quoi. Ok. À peu près. Donc voilà. Et là-dessus, t'es optimiste ? Je suis presque à la moitié de l'objectif. Donc voilà, j'attends, en fait, là... À toi, 30-40, tu dis que c'est la moitié de 100. C'est pas 100, en vrai, c'est pas tout à fait 100. C'est... Le vrai, c'est genre 80, je crois 95 rendez-vous. Ok. Mais bon, forcément, ça change d'un mois sur l'autre parce qu'il y a des mois où je vais être en vacances, par exemple, et du coup, là, ça sera 0. Donc, voilà. Mais du coup, je me dis que c'est pas mal quand même. Okay. En connaissant au départ personne sur le territoire, en me lançant un peu de zéro, etc., ça va.
Je me dis que ça va. Là, je suis un peu dans l'appréhension avec l'été qui arrive. Parce que quand j'étais en structure... C'est ton premier été. Ouais, en structure et en asso, souvent l'été, les gens, ils vont pas voir le psy. Ouais, ils vont en vacances. Ils sont en vacances, ils vont bien parce qu'il fait beau, ou ils vont pas bien, mais du coup, ils vont tellement pas bien qu'ils viennent pas, du coup. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que l'été, généralement, c'est quand même beaucoup plus calme. Sauf que en asso, je m'en fichais parce que qu'il y ait des rendez-vous ou pas, j'avais mon salaire à la fin. Et là, du coup, j'ai un peu d'appréhension, j'avoue, pour l'été. Je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que t'as en tête de faire un truc où t'as peut-être des patients qui gagnent un peu mieux leur vie, de leur demander un peu plus d'argent? C'est un truc auquel tu penses? Bah, j'y avais réfléchi en me disant on adapte un peu les tarifs aux revenus. Il y en a qui le font. Mais en fait, je sais pas... Bah, le truc, c'est que, genre, par exemple, à la mairie, quand on va au centre aéré, ça peut être en fonction des revenus des parents, mais ils demandent, genre, l'indice fiscal, je sais pas quoi, de référence pour savoir quel est le revenu, etc. Ouais. Ben, moi, je me vois pas en tant que psy. Bah, tu sais très bien les métiers que font les gens et tu vois très bien qu'il y a des gens qui ont des situations plus aisées que d'autres. C'est sûr. C'est sûr. Et ça serait dur pour toi? Bah, en fait, ouais, non, je sais pas. J'y avais pensé, et je sais pas. Ça me semblait trop compliqué. Mais ça pourrait être un truc. Est-ce que c'est compliqué parce que tu te dis, c'est compliqué de ce fait-là de refixer mon tarif à chaque fois? C'est-à-dire qu'en fonction des gens, t'es obligé de demander plus ou moins? Ou alors c'est compliqué parce que, effectivement, tu me dis, ok, il y a pas d'indice, enfin, je peux pas leur demander leur fiche de paie, ça je peux comprendre, mais tu le vois très bien en fait. Ouais, c'est vrai aussi. Je n'ai pas de réponse. Ok. je sais pas. Non, mais j'avoue que pour le coup, après, moi, c'est ça. Pour questionner l'argent, tu vois. Mais c'est et ça. L'un des trucs que tu peux faire pour faire en sorte, tu peux effectivement avoir plus de rendez-vous, ou tu peux faire en sorte d'avoir plus de chiffre d'affaires. Oui. De demander plus d'argent par rendez-vous. Bah oui. Après, c'est parce qu'aussi, enfin, la partie, j'allais dire prévention et tout, je voulais aussi y revenir parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, la prévention, et pour lequel j'étais formée à la base. Enfin, mon master était assez orienté prévention. Et du coup... prévention plutôt sexuelle, c'est ça dont tu parles? Pas que. Là, je me forme là-dessus, mais de manière générale, en fait. La première asso, c'était de la prévention des risques cardiovasculaires, par exemple. Donc, rien à voir. Mais du coup, ça me permet de bosser en groupe, par exemple, et j'adore travailler avec des gens en groupe. Et du coup, là, c'est pareil, je me dis, ça permet aussi potentiellement de répartir les coûts sur le groupe. Je vais pas demander 60 € à chaque personne quand c'est un groupe, parce qu'en fait, en fonction du tarif que je mets pour le groupe, si c'est un groupe de 10 personnes ou 15 personnes, c'est réparti sur l'ensemble, donc potentiellement, venir en groupe, ça peut être un peu moins cher pour chaque personne. Mais c'est un vrai truc, ça? Bah moi, je vois comme ça. C'est un vrai truc qui se fait chez les psys? Je sais pas. Ça doit dépendre des psys. Je pense pas, j'en sais rien. Alors déjà, en plus, pour moi, je trouve en tant que patient, le groupe, c'est un plus. Oui. Parce que tu te nourris de ce que les autres font et racontent. J'adore le groupe. Mais donc, est-ce que tu es en train de te dire aussi, ok, donc je vais faire en sorte de faire des groupes pour que les gens puissent payer moins cher, et de ce fait-là, à la fin, tu finis limite avec les mêmes sous? Ouais. Je sais pas, c'est pas encore lancé, donc c'est des réflexions pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de faire pour le coup. Donc on verra à ce moment-là. T'es à l'aise avec l'idée de te dire, ok, non seulement je vais gagner de l'argent à mon compte, parce que là je sens que t'es un peu en train de tourner autour du pot et moi, mon objectif financier, entre guillemets, pour dans ma poche, j'aimerais bien avoir un salaire à la fin, là, une fois que ça roule et tout, entre 1700 et 2000 € par mois. Ok. Mais ça c'est mon objectif, mais j'y suis loin là pour l'instant. Ouais. J'allais dire, ça, tu te rends compte aussi que c'est un peu une vue de l'esprit tant que tu t'es pas dit, ok, comment je fais, quoi, tu vois? Bah oui, mais ça fait partie des trucs en cours. En fait. Mais est-ce que ça fait partie des trucs en cours dans ta tête? C'est ça? T'es en work in progress, là? C'est ça. Par rapport à l'idée que tu vas pouvoir gagner plus d'argent? Ouais. Ok. Tu sais, je sens qu'on tient un truc, là. C'est pour ça que je te pousse là-dessus. Ouais. Non, mais t'as raison. Je sais pas, en fait.
Tu sais, par rapport à ce truc de c'est mon activité Ouais, de femme bourgeoise. c'est ça. Non, ok. En fait, Clélia, t'es une psy renommée qui, en plus, non seulement fait ce travail par plaisir et par bonheur, mais en plus, t'aides les gens et en plus, Je gagne des sous, tu gagnes de l'argent. de l'argent. Ouais. Mais en fait, il y a plusieurs trucs qui jouent dans la volonté. Encore une fois, c'est work in progress. Hein. Ouais. Mais du coup, qui m'ont aussi décidé à me lancer parce que possiblement j'avais le meilleur à long terme. Voilà, l'objectif d'atteindre c'est entre 1700 et 2000 euros. Il y a eu un premier truc aussi qui m'a donné envie de me lancer pour gagner plus d'argent. C'est que justement, il y avait un gros écart entre mon mec et moi sur le salaire. Ça fait 53 minutes qu'on enregistre. Enfin. Ouais. On y arrive, tu vois, tu fais comme les gens. T'attends les C'est 10 ça. dernières minutes. Oui, c'est vrai. Mais du coup, il y a un gros écart. Et en fait, je me disais, si un jour on se sépare, j'aurais plus du tout le même niveau de vie. Merci. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que la maison, par exemple, c'est mort. C'était pas possible. Avec 1100 euros, je retourne chez ma mère, en fait. Enfin, Oui. en l'état, c'est tout, quoi. Et donc, du coup, je me disais, j'ai pas envie, si on se sépare, de perdre en niveau de vie. Ça me gonfle. Il y a mon côté féministe, là, qui fait, c'est pas possible, ça. Tu peux pas dépendre de ton mec jusqu'au moment où il décide peut-être un jour de te larguer Ouais. et que tu te retrouves sans rien, quoi. Donc, Ou t'en es toi-même marre, parce que ça oui. peut être ça aussi. Hein, attends. aussi. Mais oui, voilà. Mais du coup, aussi, Parce que c'est le à pire de tout. l'inverse, la peur de me dire, justement, je reste avec lui parce que j'ai pas les moyens de partir. Merci. Ah oui, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit aussi, hein, dans les deux sens, en fait. C'est que s'il se casse et que j'ai plus rien, je suis niquée. Et si je veux partir et que je me dis que je suis niquée, je pars pas, quoi, du coup. Et c'est pas du tout ce que je veux Oui, pour moi. toi, ouais. Donc voilà. Donc oui, ça a fait partie du truc qui m'a fait, parmi tous les facteurs qui m'ont fait quitter l'assaut, il y avait ça. J'aimerais bien rééquilibrer la balance. Aussi, du coup, si on part du principe qu'on reste ensemble, que ça lui permet de baisser son temps de travail et qu'on passe plus de temps ensemble, ça c'est cool. Et voilà. Et donc du coup, d'équilibrer un peu les choses, quoi. T'as peur de te retrouver seule? Ah, clairement. Alors, je me dis là, si je devais me retrouver seule, ce serait pas facile à vivre. J'avoue que quand tu parlais Tinder, enfin rencontre et tout, moi j'étais en gros stress rien que de t'entendre parler, de me dire si je le quitte ou s'il me quitte et qu'il faut que je retourne sur le marché entre guillemets là. Oh là là, quel enfer. Tu l'as même jamais fait de ta vie, donc c'est Bah normal. Oui. Mais c'est ça. Ouais. Gros stress. Mais bon. Tu fais référence à, je crois, le podcast sur le divorce, c'est ça? Ouais. Deuxième vie après le divorce, Ouais, où ouais. effectivement, moi, je me suis retrouvé sur les applis de rencontre à 40 ans, quoi. Alors que je l'avais jamais fait de ma life parce que j'étais effectivement high school lover, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Moi, puis là, il y a un deuxième enjeu aussi, au-delà de devoir... devoir. C'est pas un devoir, mais si je voulais retrouver quelqu'un et tout, c'est que, bon, dans l'absolu, j'aimerais bien faire des enfants et me retrouver à 32 ans, célibataire, et devoir trouver un mec. Alors, pas pour faire des enfants, mais en même temps, en ayant en tête que, bon, bah, à un moment, le temps, il avance et que si je veux des enfants, faut pas trop traîner non plus. Oui. Bon, voilà. Oh là là, je recevais Morgane hier qui a 32 ans, qui se fout aussi la pression. Je lui dis, waouh, vraiment, TikTok, keep cool les meufs, hein. Ouais. Ok. Non, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet, mais en fait, pas tant, parce que ça revient à l'indépendance financière, toujours. Ouais, toujours. Ok. Donc tu sais, j'avais ce truc autour de derrière chaque peur, il y a un désir. Je trouve ça trop intéressant comme façon de regarder le truc. Et là, je sens que cette histoire de peur, ça te paralyse un peu. Mais en fait, peut-être, c'est quoi le désir qu'il y a derrière, alors? La peur? La peur de quoi? De gagner plus d'argent? La peur d'être toute seule. D'être toute seule. Ça m'émeut, je sais pas pourquoi. Parce que t'as peur, non? On n'est pas obligé d'en parler, hein, si tu veux pas. Je crois pas que t'avais prévu de parler. Non, mais c'est une vraie question.
J'ai pas de réponse. Ok. C'est pas que je veux pas répondre, mais Ah ouais. Je sens que je te prends un peu au dépourvu. Là. j'avoue. Je sais pas. Mais tu vois, je trouve que c'est fou parce que tu racontes que tu t'es inventé dans ta tête un statut de Ouais. femme, tiens, d'occupation, de femme, Oui. de femme bourgeoise alors qu'en fait, c'est un vrai métier. Ah oui, oui. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec le métier en tant que tel. Je pense que si j'avais été autre chose, ça aurait été pareil dans ma tête. En fait, c'est un peu un paradoxe. C'est que je me dis, l'écart était important et c'est ce qui me faisait dire le côté, voilà, c'est un peu pour le fun, quoi, que je travaille, voilà. Et en même temps, ce désir d'indépendance, il a toujours été là. Enfin, ma mère me l'a montré tous les jours. C'est un vrai truc. Elle a, entre guillemets, déjoué toutes les statistiques. Parce que elle est cadre, donc elle a un bon salaire. Encore une fois, je sais pas exactement, mais un bon salaire. Ah, tu sais pas combien gagne ta mère aujourd'hui? En fait, j'ai pas retenu. On en a parlé, elle me l'a dit, mais okay. Je sais parce que justement, elle demandait une augmentation. Elle était pas contente de ce qu'elle avait eu, mais du coup, j'ai zappé le montant. Mais elle m'a dit. Elle te l'a dit? Ouais, tu l'as zappé. Vraiment, c'est un truc que j'ai pas retenu, mais voilà. Et donc du coup, vraiment, en termes de statistiques, elle a toujours gagné plus que ses partenaires. Maintenant, elle a un poste à responsabilité, machin et tout. Elle est propriétaire de logements qu'elle loue. Enfin bref. Ah ouais. Elle cartonnait, quoi. Elle cartonne, quoi. C'est très impressionnant. Mais du coup, ça met un peu de pression parce qu'il faut être indépendant pareil, quoi. C'est le modèle que j'ai eu. Et et là, jusqu'ici, c'était pas trop ça, quoi. Là, t'y es pas arrivé, quoi. C'est ça. T'y es pas encore, en tout cas. Mais c'est ton idée. C'est une des raisons. Je pense que ça joue sur aussi sur le côté. Bon, puis après, il y a toutes mes lectures féministes et tout aussi. C'est beaucoup de pression, hein. Ouais. C'est très bien, hein, je trouve, mais c'est vraiment beaucoup de pression, les lectures féministes. Ouais. C'est vrai, hein. Parce qu'à l'inverse, je correspondais vraiment à toutes les statistiques, entre guillemets, des femmes. Alors, dans le sens où je suis diplômée, mais mal payée, au départ, j'avais des contrats précaires, enfin, la totale. Je trouve vraiment que, tu vois, votre génération de, on va dire, 30-40 ans, c'est dur pour vous parce qu'en fait, vous avez découvert le féminisme, on va dire, tardivement, quoi, entre guillemets, dans votre vie, quoi, tu vois, on va dire entre 20 et 30 ans, quoi. Et il y a plein de choses qui sont déjà passées dans ta vie, t'as été formaté de plein de façons, etc., etc. Et en fait, on vient te dire d'un coup d'un seul, regarde, c'est ça qu'il faut faire, et boum, et voilà dans ta tête, alors que globalement, il faut déconstruire l'intégralité. Je vois par rapport à mes gamines, tu vois, qui ont 15 ans, elles baignent dedans, quoi. Le message du féminisme, c'est surtout d'avoir le choix. Oui. C'est un vrai truc. C'est que si je veux être femme au foyer et pas avoir de rémunération, est-ce que, la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un vrai choix? Et la plupart du temps, non, pas vraiment. Mais tu peux vouloir le faire en conscience aussi. Mais tu peux vouloir le faire en conscience. Ça, c'est un vrai truc aussi. Ok. Mais voilà. Mais du coup, un peu de pression. Je pense que je me mets un peu de pression. mais j'ai toujours mis un peu de pression pour tout, donc c'est pas nouveau. Mais ce que je veux dire aussi, c'est est-ce que tu as la sensation que ce que t'entreprends par rapport à l'argent, ou en tout cas que tu as un rapport à l'argent qui est suffisamment apaisé ou tu sais, ce fameux truc de l'ouverture à l'abondance, etc., où tu as envie d'y aller, ou alors tu as peur? Un peu des deux. Je suis très ambivalente en vrai. Et je suis passé par là. Et en fait, moi, l'un des trucs que je découvre là, et vraiment, quand je te dis là, ces mois-ci, ces derniers mois et tout, c'est que il faut vraiment se débarrasser de cette peur. Parce que, en fait, elle te retient sans arrêt. Elle te tire par le slip, tu sais. Elle t'empêche d'avancer plus vite. C'est sûr. Mais bon. Work in progress, en tout cas. Ouais, c'est ça. Faudra voir, hein. Si un jour je suis rentable et je gagne 1 700 € ou 2 000 € par mois, je reviendrai te voir. Bah, grave. Mais, tu vois, je crois que ça passe
ça ne marche pas si tu fais pas un plan. Ouais. T'en as déjà parlé à ta mère ? Non. De te filer un coup de main sur ton business plan ? Non. Mais je la vois dimanche. On va peut-être lui poser la question. Franchement, en plus, je suis sûr qu'elle adorerait t'aider. Oh bah ouais. Puis c'est une chef de projet, alors là. Elle va m'en sortir des projets. Ça, c'est sûr. Ouais. Bah, à chaque fois, hein. Je me dis, je vais ressortir de là, comme les autres podcasts que j'écoute, ou comme quand je vais sur Discord, je vais avoir plein de trucs. Mais c'est trop cool. Ouais. Ça se sent que t'es vraiment... Ça se sent que t'es en chemin, en fait. C'est quand même un délire. Et à mon avis, il faut que t'en parles à ton gars aussi. Ouais. J'ai cette peur d'être toute seule. Et... Bah, il sait, je pense. On a déjà un peu parlé. Ok. Heureusement que j'ai un mec détendu. Bah ouais. Mais c'est trop cool. C'est très bien d'avoir ce genre de discussion, je trouve, en couple. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ? Ben, non, je crois pas. Je réfléchis. Mais... On se donne rendez-vous dans 1 an ? Ah. Allez. Tu viens faire la suite ? La suite. Ok. J'espère que je gagnerai plein de sous. Merci beaucoup, Clélia. Merci à toi. C'était vraiment super. Merci pour ton émotion aussi. De rien. Avec plaisir, vraiment. Bon, alors, comme d'habitude, le grand classique, hein, c'est qu'on arrête d'enregistrer et Clélia me dit, dis donc, j'aurais pu parler de ce sujet-là, parce que je te parlais de dédommagement et tu me dis de dédommagement financier. Financier. J'imagine pour les victimes, c'est ça ? Pour les victimes, c'est ça. La justice fait son travail. À la fin, quand il y a une condamnation, des fois, il y a un dédommagement. Qui au final est quand même pas grand chose. Mais bon, ça c'est mon avis. Et du coup, souvent les victimes, au début de procédure, ça peut prendre très longtemps, mais au départ, me disaient beaucoup, je fais pas ça pour l'argent. Mais il y a quand même des attentes en fait. C'est normal, Et il y a des attentes financières, tu crois ? Oui. Bah, en partie parce que en fait, déjà sur les frais de justice en tant que tels. Oui. Ça, c'est très bien qu'ils soient remboursés, quoi. Effectivement, c'est cher. C'est pas mal. La deuxième chose, c'est aussi que, en fait, c'est des victimes, donc elles ont des trucs à travailler. Souvent, le psychologue, c'est pas le seul professionnel de santé qu'elle voit. Des fois, j'ai reçu des victimes, par exemple, dans le cadre d'accidents de voiture, et il peut y avoir des blessures graves qui nécessitent beaucoup de soins physiques, des kinés, la rééducation, etc., etc. Donc, c'est aussi du temps. Il y a des personnes qui peuvent plus travailler à la suite de l'accident ou du fait qui s'est produit. Et du coup, soit elles ont moins d'argent, soit elles en dépensent plus. En fait, il y a un vrai truc. Et ça accentue, j'ai l'impression, cette histoire d'argent, l'injustice vécue. C'est-à-dire, elles ont déjà vécu un truc grave et compliqué. Et en plus, elles continuent de payer, littéralement, en fait. Alors que elles n'ont rien fait. Et du coup, je pense qu'elles attendent énormément de l'aspect dédommagement au niveau de la justice. Ce que je comprends. Sauf que tu crois plus que sur l'aspect judiciaire ? La grosse partie reconnaissance de ce qui s'est passé. Ça, déjà, c'est un gros truc. Oui. Et qu'on reconnaisse qu'elles ont été victimes de quelque chose. Ça, c'est le principal. Mais l'aspect parce que moi, souvent, j'en parlais, et les juristes de l'ASSO en parlaient aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la procédure, on dit en fait, déjà, il faut demander. Oui. Le dédommagement. En fait, c'est-à-dire toujours. que si on ne demande pas, il n'y a pas de dédommagement. Bon, c'est aussi le boulot de l'avocat, etc. Oui. Mais du coup, c'est important. Je pense que la victime, elle mesure ce qu'elle attend à ce niveau-là. Et c'était parfois très compliqué, cette question. Parce qu'en fait, je pense, pour certaines personnes, que c'était un peu... il y a cette image, parce que je recevais, on va pas se mentir, il y avait quelques victimes d'accidents de la route, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de victimes de violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a aussi toute cette image autour de la femme qui profite des choses pour la femme vénale, quoi, qui va faire des histoires pour récupérer l'argent. Bon, sauf qu'on n'est pas aux États-Unis, donc en fait,
Elle gagne pas d'argent. Mais du coup, je pense que pour certaines victimes qui baignent là-dedans, parce qu'on baigne tous là-dedans, c'était compliqué d'accepter cet argent. Ouais. Enfin, déjà de le demander, en fait. Ouais. Déjà ça. De demander de l'argent. Oui, et puis de partir du principe que c'est aussi une façon comme une autre de dédommager, quoi. C'est ça. Et effectivement, c'est pas... Enfin, de toute façon, c'est pas... Tu peux jamais revenir en arrière, donc le mal est fait. C'est ça. Ça va compenser un truc ou quoi, mais effectivement, c'était un vrai sujet aussi. Non, mais quand j'abordais ça, ou je sais que mes collègues juristes, ils abordaient ça, non, mais je fais pas ça pour ça, c'est pas important. Moi, je veux surtout qu'on reconnaisse ce qui s'est passé, et qu'on dise, lui, il est coupable. Et... En fait, tu peux avoir les deux. Et c'est ce que je disais. Tu peux avoir les deux. Ça s'exclut pas. Et que... Après, il y avait la difficulté de mettre un prix sur le préjudice. Alors après, bon, là, je suis pas assez calée, c'était plus les juristes qui regardaient ça et les avocats et tout. Mais il y a une espèce de grille aussi, en fonction du préjudice subi. Et quand c'est des choses un peu physiques et tout, j'allais dire, c'est pas trop compliqué, parce qu'on peut dire, j'ai tant de rendez-vous chez le kiné, j'ai fait tant de kilomètres pour y aller, j'ai tant de jours où j'ai pas pu travailler, et puis on compte, quoi. Que c'est vrai que le préjudice moral va chiffrer ça, quoi. C'est difficile. Donc bon, moi je parlais de mes rendez-vous, alors même si les gens ne payaient pas, ou payaient pas l'assaut pour les rendez-vous, je disais, oui, mais si vous étiez dans un cabinet de ville, justement, ce serait entre 50 et 60 euros le rendez-vous, que à cause de l'état dépressif, du stress post-traumatique, de quoi que ce soit, en fait, du coup, là, vous pouvez pas travailler. Enfin bref, il y a plein de choses qui jouent, mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Après, je sais pas exactement, là, ce serait plus à poser la question, j'avais pas le temps et l'énergie de me pencher sur cette question à ce moment-là, mais du coup, comme je savais que j'avais des collègues qui s'en occupaient, je sais pas, trop comment ça se répartit, les sous, enfin les dédommagements. Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, l'argent. Ouais. Et ça fait partie des trucs sur lesquels il faut aller regarder pour te dire, ok, en fait, j'ai subi ça, et en fait, c'est bien aussi de prendre de l'argent en échange, quoi. Surtout que, bon, effectivement, quand on en revient au final et à ce qu'il peut y avoir comme dédommagement, alors déjà, elles sont contentes quand elles se font rembourser les frais de procédure. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais bon, souvent, le dédommagement, il couvre même pas toujours tous les frais, en vrai, qu'elles ont dû clairement faire. Mais bon, c'est vrai que c'était un sujet. Déjà là. Merci Claire. De rien. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.